Bonsoir. Bienvenue, merci de venir jusqu'ici. Et ça n'est pas le bout du monde, on peut aller plus loin. Merci de nous accueillir. Et je vais essayer ce soir de vous proposer la suite de ce qu'on a déjà fait il y a même pas un an. Mais je vais faire un petit rappel. Voilà. Pour ceux qui auraient raté la première fois. Voilà. Donc, comme la première fois, ça avait duré 45 minutes, plus le rap. On tiendra dans les 45 minutes, c'est promis. Mais on va essayer en tout cas. Donc, un petit rappel très bref. La dernière fois, nous avons exploré le cerveau, non pas sur le plan anatomique, je vous rappelle, mais sur le plan fonctionnel. Vraiment, l'objectif, c'est de savoir comment ça fonctionne, en tout cas, comment on peut s'en servir. De la même manière que je n'ai pas besoin de savoir comment fonctionne un moteur à explosion pour savoir conduire. Voilà, notre enjeu ce soir, c'est d'apprendre à conduire et on va le revoir ensemble. Alors, petit rappel sur la dernière fois, nous avions vu 7 caractéristiques du cerveau, ou plutôt, pour être plus précis, de certains cerveaux, puisqu'on a parlé des 3 cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau cortex. Première résonance du cerveau qu'on a vu la dernière fois, notre cerveau ne sait pas gérer tout ce qui est négatif. Vous vous rappelez, je vous avais interdit de retenir le chiffre 33. Certains ont déjà anticipé le 330 qui va derrière. Donc tout le monde se souvient du chiffre 33, d'autant que j'avais été sympa, je l'avais répété suffisamment. Et que, voilà. On ne peut pas comprendre un ordre négatif, en tout cas notre cerveau reptilien et notre cerveau limbique ne comprennent pas un ordre négatif. Ça n'a pas changé, c'est toujours le cas, et je vois que ça fonctionne. Deuxième caractéristique qu'on avait vue la dernière fois, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. D'accord, c'est le principe d'un certain nombre de thérapies qui se font aujourd'hui avec des systèmes d'imagerie. Votre cerveau limbique, devant un film, on se rappelle devant un film, même si je sais que ce sont des acteurs, même si je sais que c'est pour de faux, même si je sais qu'à la fin ils vont se relever et qu'ils ne sont pas vraiment amoureux, je vais quand même ressentir des vraies émotions, je vais quand même avoir vraiment peur, je vais quand même être vraiment joyeux à la fin. Mes émotions sont vraies, même si je sais que c'est du faux. Et ça c'est intéressant, on va pouvoir s'en servir. Troisièmement, même pour tout le monde, même pour vous mesdames, le cerveau est monotage. Voilà. On s'en rappelle, une seule chose à la fois, on ne peut pas lire son journal et écouter sa femme en même temps, ça n'est pas possible. Quatrième point, le cerveau est reconstructif, c'est-à-dire que notre cerveau sait retrouver des informations, les reconstruire. C'est pas une espèce de boîte dans laquelle on range des choses et qu'on sortirait, mais c'est bien des informations qu'on reconstruit au fur et à mesure qu'on en a besoin. Voilà. La difficulté étant toujours de trouver la porte d'entrée de l'information. On se rappelle de l'image que j'avais utilisée à l'époque, c'était le chemin. Un cerveau, c'est comme un chemin de montagne, enfin la mémoire, c'est comme un chemin de montagne. Plus je le fréquente, et plus je vais être capable de le retrouver facilement, notamment parce qu'il va se tracer au sol au fur et à mesure. 5e caractéristique, il est cumulatif, c'est-à-dire que je peux ajouter quelque chose, mais je ne peux pas choisir d'oublier quelque chose. D'ailleurs, tout à l'heure, il y en a qui ont dit 330. C'est parce qu'au 33, j'avais été sympa, j'avais rajouté un 0. Et ils ont gardé le 330 parce que le cerveau cumulatif, on peut rajouter autant d'informations qu'on veut, mais pas possibilité d'en enlever, en tout cas pas volontairement. 6e caractéristique, 2 parties du cerveau, le cerveau conscient, celui que je maîtrise, celui dont j'ai conscience, voilà, l'équivalence d'un Playmobil, 7 cm de haut, en termes de puissance, par rapport à la tour Eiffel, la vraie, 100 000 fois plus grande, 100 000 fois plus puissante, mon cerveau inconscient, celui qui gère tout le reste. C'est comme ça que je m'endors le soir avec un problème et que je me réveille le matin avec une solution. C'est comme ça que, quand j'arrive pas consciemment à trouver la solution tout de suite, un petit peu de temps va laisser à mon cerveau inconscient le temps de traiter l'information. Et voilà. Une caractéristique du cerveau inconscient, c'est qu'il est très 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 puissant, mais il est un peu lent. Il est un peu long. Il lui faut du temps de digestion. Voilà, le cerveau conscient, lui, une seule chose à la fois, on l'a dit, mais par contre, il peut être parfois un peu plus vif. 7e caractéristique qu'on avait vue la dernière fois, le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. D'ailleurs, vous avez tous retenu le chiffre 33,
parce que je l'ai répété je ne sais pas combien de fois la dernière fois, et j'ai été sympa la dernière fois, parce que, enfin, entre deux, parce que si vous avez fait attention, dans au moins 2 conférences depuis, je l'ai replacé, voilà, lors d'une question, dans une des dernières. Ça, c'était parce que, en le répétant fréquemment et à intervalles réguliers, ça rentre encore plus facilement et plus intérieurement. C'est ce que les publicitaires font très très bien. Vous avez remarqué le rythme de parution des publicités, c'est à peu près tous les 6 mois. C'est pas pour rien. Voilà. C'est pas pour rien que la même pub Carglass, elle ressort tous les 6 mois. Et que pendant 21 jours, vous allez l'entendre, et que 6 mois plus tard, elle recommence. Et que ça ne servira à rien de le faire autrement. Voilà. Le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. Alors voilà nos panneaux de signalisation sur notre route d'utilisation du cerveau. Et ce soir, je vous propose de voir comment on pourrait s'en servir. Comment, dans notre quotidien, ça pourrait être intéressant d'exploiter ça un petit peu et d'aller un peu plus loin sur comment ça marche. Ça va pour le rappel. Je m'arrête là sur le rappel. Sinon, on ne va pas avoir le temps de finir. Alors, notre cerveau est contextuel. D'ailleurs, vous êtes tous capables dans la phrase « le verre vert va vers le verre vert », vous êtes tous capables de le comprendre. D'accord ? Alors que, sans le contexte, ou sans l'image, ce serait beaucoup plus compliqué. Notre cerveau est contextuel, il a souvent besoin du contexte pour comprendre les choses. Et d'ailleurs, la même information mise dans un contexte ou dans un autre ne donnera pas du tout le même résultat. Le « oui, ma chérie », quand elle me demande d'aller chercher du pain, ou le « oui, ma chérie », dit comme ça, quand elle m'explique un truc pour la 53e fois, ne va pas du tout être interprété pareil. Dans un cas, il déchaînera les foudres de Zeus, et dans l'autre cas, le sourire de la déesse qu'elle est. Donc, le contexte est hyper important, il va être facteur d'interprétation, et il va être facteur de compréhension. Voilà. Deuxième petit aspect, on a parlé tout à l'heure d'oublier, de choisir d'oublier. Et là, on va prendre un cas pratique. Cette petite musique qu'on a dans la tête, parce qu'on l'a entendue ce matin à la radio, et dont on voudrait se débarrasser, parce qu'elle nous entête, parce qu'elle est entêtante. Ou cette information qui nous parasite, et auquel on n'arrête pas de penser, et dont on voudrait bien pouvoir se débarrasser. Je n'ai pas de bouton reset, je n'ai pas de possibilité d'oublier un truc volontairement. Alors, comment faire dans ma vie ? Je vais vous demander de faire un petit exercice et d'imaginer rien. Allez-y, fermez les yeux et imaginez rien. Ah oui, c'est dur. C'est impossible. Ben oui, c'est absolument impossible. On ne peut pas imaginer rien. Voilà, ça fait partie des concepts. C'est comme Dieu. Alors Dieu, il y en a qui vont arriver à mettre des images dessus, mais rien, personne n'y arrive, c'est normal. On va, dans le meilleur des cas, imaginer du noir, mais le noir, il y a des pays où c'est une couleur, donc ça ne marchera pas. Le trou noir, à l'absence de quelque chose, n'existe pas. Alors, comment faire pour se débarrasser de quelque chose ? La nature a horreur du vide. Moi, je vais vous partager une petite stratégie qui vient des neurosciences et qui se base notamment sur le fait que le cerveau est cumulatif. Je l'ai intitulé d'une appellation imagée, et vous allez comprendre à la fin pourquoi j'utilise des images, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace. C'est la stratégie de la cuvette de toilette. Voilà. Vous m'excuserez pour l'expression, mais vous allez comprendre, c'est très imagé. Imaginons que dans ma vie, j'ai un truc dont je veuille me débarrasser. Vous voyez cette espèce de truc qui sent pas bon, qui est au milieu de ma vie, là, qui flotte dans le milieu de ma cuvette, un truc marron, un peu mou, dont j'ai vraiment pas envie, enfin, que je voudrais m'en débarrasser, quoi. Franchement, ça me pollue. Alors, certains y verront la cigarette, d'autres y verront une mauvaise habitude, certains peut-être un truc qu'ils veulent oublier, pourquoi pas la belle-mère, enfin, on mettra ce qu'on veut. Un truc dont j'ai envie de me débarrasser et qui pollue ma vie. Il est là, dans le milieu de ma cuvette de toilette. Il sent pas bon, il flotte là, et il me nargue, et j'arrête pas de le voir parce qu'il est là au milieu. Il y a deux écoles.
il y a ceux qui vont essayer de l'enlever. Et on essaie de s'en débarrasser. Et là, je vous préviens d'avance que vous allez vous en mettre plein les doigts, que ça sent pas bon, que c'est mou, c'est pas facile à attraper, il en reste toujours un morceau. Enfin, c'est très compliqué. C'est rarement une bonne stratégie. Et je ne vous fais que l'image, vous avez remarqué, parce qu'il y en a certains qui ont déjà les odeurs. Alors, c'est une stratégie qui ne marche pas. D'ailleurs, d'essayer d'oublier le chiffre 33, ça ne marche pas. C'est pas fonctionnel. C'est comme oublier sa belle-mère, ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a une deuxième école qui consiste à se dire, si j'appuyais sur le bouton au-dessus, là, il y aurait 7 litres d'eau propre qui rentreraient dans ma cuvette, et ce qui me gêne là pourrait être évacué. Sera évacué d'ailleurs. Et parfois ça ne marche pas du premier coup, alors il faudra une deuxième fois 7 litres d'eau propre pour pouvoir s'en débarrasser. Mais ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que la nature a horreur du vide. Et que la bonne question dans notre cerveau qu'il va falloir se poser, c'est pas comment je peux enlever ce qui me gêne, mais c'est qu'est-ce que je vais mettre à la place. C'est pas comment je peux oublier cette petite musique entêtante, c'est qu'est-ce que je vais mettre à la place. C'est comment je vais pouvoir remplacer ce que j'ai, la pensée entêtante aujourd'hui qui me gêne, par autre chose de plus positif, de plus intéressant, de plus pertinent, de plus rassurant, qui me permettra, non pas d'oublier, mais de remettre au centre l'élément qui est plus confortable, plus agréable, etc. Et c'est la stratégie utilisée par beaucoup de thérapies, de thérapies notamment suite à des traumatismes. On ne cherche pas à oublier le traumatisme, ça ne fonctionne pas. Par contre, on va chercher à faire remonter un certain nombre d'éléments positifs, d'éléments constructifs de notre vie, qui nous permettra de vivre avec, voilà, et de vivre en ayant à cœur et au centre de l'image des choses qui nous permettent de survivre et d'être bien dans nos baskets, et en ayant évacué à la périphérie, non pas oublié, parce qu'on n'oublie jamais complètement, mais remis à leur place des choses qui sont moins centrales dans notre vie. C'est vraiment une utilisation très simple du fait que le cerveau est cumulatif. On ne cherche pas à oublier, à effacer quoi que ce soit, mais on cherche bien à rajouter un patch par-dessus notre information pour mettre ce qui nous intéresse. Donc la bonne question, c'est pas comment je peux oublier, c'est qu'est-ce que je vais mettre à la place. C'est pas comment je vais arrêter ce mauvais comportement, c'est qu'est-ce que je vais mettre à la place. C'est pas comment je vais arrêter de fumer, c'est qu'est-ce que je vais faire à la place de fumer. C'est pas comment je vais arrêter de zoner sur les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que je vais mettre à la place des réseaux sociaux. C'est vraiment cette manière de poser le problème qui va nous permettre de trouver des solutions beaucoup plus facilement en utilisant cette caractéristique du cerveau. Deuxième caractéristique du cerveau, je vais vous demander de me dire dans quel sens elle tourne. Alors vous avez deux solutions, soit elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, soit c'est l'inverse. Alors, est-ce que ceux qui la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre peuvent lever la main? Très bien. Est-ce que ceux qui la voient tourner dans l'autre sens peuvent lever la main? Je vais vous départager tout de suite. Vous êtes tous parfaitement normaux. Tout va bien. D'accord? Il n'y a pas de bonne réponse. En effet, elle ne tourne pas, c'est plat. D'accord? Par contre, si je vous le dis comme ça... C'est horrible. Alors je vais vous demander de faire l'exercice suivant. Vous allez regarder celle-là. Vous voyez bien qu'elle tourne naturellement, elle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc celle du milieu aussi. Tout le monde est d'accord? Ouais, mais si je regarde l'autre... Si je regarde l'autre là-bas, vous êtes d'accord qu'elle tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre? Donc celle du milieu aussi. Ah non, celle du milieu change. Enfin, voilà, on commence. Si je regarde ici, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on est d'accord? Donc celle du milieu aussi. Tout le monde est d'accord. Et si je regarde comme ça, celle-là tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc celle du milieu aussi. Bah si, regardez-la bien. Regardez celle-là d'abord et puis celle-là ensuite et vous allez voir qu'elle tourne dans le... Bah oui.
Elle n'a pas changé. Alors, si vous voulez vous rendre complètement fou, vous faites dans l'ordre, comme ça, d'accord? Et vous allez finir fou avant la fin de la soirée, je vous préviens. Comment ça se fait? Ben, c'est parce que notre cerveau est contextuel. Mon cerveau a besoin du contexte. Et si je dis à mon cerveau qu'elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et que je la regarde, il va me dire d'accord. Il n'est pas contrariant, mon cerveau. Et à l'inverse, si je lui dis qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et que je la regarde ensuite, il va me dire d'accord. Et faites l'exercice, vous allez voir qu'elle change de sens à chaque fois. Votre cerveau est contextuel, dans la mesure où, en effet, sur l'image centrale, il n'y a aucun élément qui peut permettre à mon cerveau de connaître la profondeur des choses. Il n'y a rien. Donc il n'y a rien à quoi se rapprocher. Donc dans le meilleur des cas, au départ, la première fois que vous avez fait l'exercice, il a pris ce qui vous paraissait le plus naturel. Alors la majorité ont trouvé qu'elle tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est parce que je vous l'ai dit. Et là on découvre que le cerveau, il a besoin de croire pour le voir. Et pas l'inverse. Saint Thomas avait perdu. Il n'a pas besoin de voir pour croire, il a besoin de croire pour voir. Il a besoin de croire qu'elle tourne comme ça pour la voir tourner comme ça. Et on le voit bien dans cette version-là. Et c'est la méthode Coué. C'est la base de la méthode Coué. Si je me persuade que c'est possible, mon cerveau va rendre les choses possibles. J'ai besoin de croire d'abord pour voir ensuite. J'ai besoin de croire en moi pour me rendre capable d'y arriver. Etc. Mon cerveau est contextuel, mon cerveau a besoin de se raccrocher à des choses qu'il connaît pour fonctionner. C'est intéressant parce que du coup, je vais pouvoir, moi, induire ce que je veux qu'il comprenne, mon cerveau. Et je vais pouvoir lui donner les éléments qui lui permettront d'interpréter les choses comme j'ai envie qu'elles soient interprétées. Moi, à mon avis, elle ne fait pas un tour complet, elle fait moitié-moitié. C'est probable. Alors, je vais maintenant m'appuyer sur les travaux d'Antoine de la Garandrie. Antoine de la Garandrie, qui est un psychologue français, pédagogue d'ailleurs, qui est mort il n'y a pas très longtemps de ça. En 201. En 2011. 2011. Antoine de la Garandrie, c'est l'inventeur de la gestion mentale. Voilà. Un pédagogue qui a travaillé sur les gestes mentaux notamment, et on va voir comment ça peut nous intéresser. Un élément essentiel quand on veut utiliser son cerveau, c'est la question de l'attention. Être attentif à. C'est ce que nous les hommes, parfois, on a un peu de mal à mettre en œuvre, ou en tout cas à montrer. Alors, l'attention, c'est intéressant, en tout cas, c'est assez primordial. On va essayer de voir si on a... Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur le point, tout comme Marc-André, d'être témoin du célèbre tour de la carte qui change de couleur. Un numéro qui va se faire évidemment avec un jeu de cartes dont le dos des cartes est rouge. Marc-André? Oui? J'aimerais que tu choisisses une carte au hasard, je les étale devant toi, et j'aimerais que tu en pousses une vers l'avant, n'importe quelle. Voyons voir. Bon, j'irai pas au centre, c'est trop facile. Juste ici. Celle-ci. Parfait. Je récupère le reste des cartes et vous remarquez que Marc-André avait le choix de n'importe quelle carte puisque toutes les cartes sont présentes et elles sont mélangées. Je vais maintenant demander à Marc-André de révéler l'identité de la carte qu'il a choisie. Alors, j'ai choisi le valet de carreau. Excellent choix. Marc-André, replace ta carte n'importe où dans le jeu. Face en haut. Parfait. Et maintenant, d'un claquement de doigts, tu remarques, Marc-André, que toutes les cartes sont toujours présentes, incluant ton valet de carreau, qui est juste ici, et son dos est toujours rouge. Rien d'étonnant. Par contre, le dos de toutes les autres cartes est maintenant bleu. Et ceci, mesdames et messieurs, était le tour de la carte qui change de couleur. Je ne serai pas à la front de savoir si tout le monde a compris. Par contre, est-ce que tout le monde a bien regardé? On va voir ça. Combien de changements avez-vous vu? Marc-André,
Oui. Nous étions si concentrés à regarder les cartes que très peu de personnes ont remarqué les autres changements. Voyons voir. Bon, j'irai pas au centre, c'est trop facile. Que Marc-André avait le choix de n'importe quelle carte, puisque toutes les cartes sont présentes. Le valet de carreau. Excellent choix. Et son dos est toujours rouge. Rien d'étonnant. Ben oui, je suis bien méchant avec vous, je vous ai pas dit ce qu'il fallait regarder. Je vous ai pas... J'ai pas porté votre attention, j'ai pas pointé avec vous pour vous dire attention, faites attention au décor, faites attention aux vêtements, faites attention à ça. Vous auriez vu, comme tout le monde, l'évidence. Sauf que là, ne vous ayant pas dit ce qu'il fallait voir, vous n'avez pas vu. C'est le principe de base de tous les magiciens, prestidigitateurs ou autres mentalistes. C'est d'attirer votre attention là-bas pour vous faire un truc par là et inversement. C'est la base de l'attention. Notre cerveau est monotage. Si je vous dis de porter votre attention là, mais vous n'allez pas la porter là-bas. C'est pas possible. Il ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc, c'est hyper important dans notre fonctionnement au quotidien de focaliser notre attention, de savoir qu'est-ce que je regarde. Et quand je lis un texte, on a appris ça à l'école pour la plupart, quand je lis un texte, est-ce qu'avant de lire le texte, je me demande qu'est-ce que je vais y chercher? Est-ce que j'y cherche les erreurs? Est-ce que j'y cherche le sens? Est-ce que j'y cherche l'auteur? Est-ce que j'y cherche l'intention? Qu'est-ce que je cherche? Et une lecture par sens, et une lecture par objectif, parce que si je ne serais pas capable d'en trouver plus vite. Choisir son objectif, c'est... Combien de changements avez-vous vu? Choisir son objectif, c'est absolument indispensable à avoir une attention qui sera correcte ensuite. Alors, notre objectif ici, je vais vous le donner, comme ça vous pourrez y être attentif, c'est de comprendre comment fonctionnent les gestes mentaux, comment ça fonctionne dans notre tête. Notamment, on va parler de mémoire. Alors, comme vous êtes tous jeunes et bien portants, j'imagine que vous avez tous une mémoire dont vous savez à peu près vous servir. En tout cas, quand vous avez besoin de mémoriser quelque chose d'important, vous savez faire. Ou pas. Enfin, ça dépend. Plus ou moins. Enfin. Alors, Antoine de la Garandrie, toujours les gestes mentaux, il nous a expliqué que pour la mémoire, c'est un truc assez simple. Il faut percevoir, on capte des infos. Pour ça, on a 5 sens. On peut percevoir avec ses yeux, c'est la vue. On peut percevoir avec ses oreilles, c'est l'ouïe. On peut percevoir avec son toucher, c'est le toucher, c'est tout ce qui est tactile. On va percevoir aussi avec son odorat, on va percevoir aussi avec son goût. C'est les 5 sens que vous connaissez, l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. On n'a que ça pour capter des trucs. Enfin, ça dépend. Il y a le 6e et le 7e. Enfin, ça, je n'irai pas là-dessus. Donc, je vais me contenter de ces 5-là pour moi. Donc, 5 sens pour capter de l'info. Ensuite, pour que cette info soit fixée dans mon cerveau, il faut un autre élément. Il faut absolument que j'ai créé ce qu'on appelle une image mentale dans ma tête. Si je n'ai pas créé cette image mentale, l'information que j'ai captée va ressortir aussitôt. C'est ce qui se passe quand on écoute la radio, ou plutôt quand on met la radio en bruit de fond. Ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre, et il n'y a pas eu de fixation de quoi que ce soit. Et on est capable, au bout d'une demi-heure, de se dire « mais je ne sais absolument pas de quoi parle cette émission qui est à la radio en ce moment, que j'écoute depuis une demi-heure. » Parce que je ne suis pas dans cette démarche-là, c'était pas mon projet à ce moment-là, ou j'étais en train de faire autre chose, et comme je ne sais pas faire deux choses à la fois, en faisant autre chose, je me suis déconnecté de cette réalité-là. Créer l'image mentale, c'est indispensable si je veux que ça fixe. Quand je parle d'image mentale, attention, ça dépend pour qui. Certains, en effet, ce sera une image. Pour d'autres, ce sera un son. Pour d'autres, ce sera un geste. Il y a une intelligence du geste, il y a une mémoire du geste. Les gens qui sont kinesthésiques. Antoine de la Garandrie, il a défini les 3 profils. Les profils auditifs, les profils des gens qui sont plutôt visuels, les profils des gens qui sont plutôt kinesthésiques. Il n'en a défini que 3, parce que dans notre société occidentale, quelqu'un qui aurait l'odorat comme principale manière d'appréhender le monde, il serait un peu handicapé. Voilà.
je ne vous cache pas que ça fait un petit moment qu'on ne va plus renifler la personne qu'on rencontre pour l'appréhender. Voilà. On préfère la regarder, éventuellement l'écouter, pourquoi pas lui serrer la main et la toucher, mais la renifler, ça se fait assez peu, en tout cas dans nos sociétés. De la même manière, le goût, voilà, on ne rencontre pas, il y a des animaux qui font ça, hein, mais nous, on ne rencontre pas le monde autour de nous à travers le goût. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, on ne va pas lécher la voiture de son ami pour savoir que, pour l'appréhender. On préférera la regarder, ou bien la toucher, ou bien même l'utiliser. Donc l'évocation, on va la contenter, en tout cas dans notre société à nous, sur ces trois plans. Soit je suis plutôt visuel, soit je suis plutôt auditif, soit je suis plutôt kinesthésique. On pourrait faire l'expérience d'ailleurs. Je vais vous demander encore une fois de participer. On va fermer les yeux. Je vais vous donner un mot et vous allez faire attention à ce qui se passe dans votre tête. Dans votre tête, il y aura trois solutions. Soit vous allez voir quelque chose, soit vous allez entendre quelque chose, soit vous allez percevoir, ressentir quelque chose. Attention, il peut se passer plusieurs choses dans votre tête. Il peut y avoir du son et de l'image. Vous allez être attentif à ce qu'il y a en premier. La toute première chose qui se passe dans votre tête. Ce sera soit une image, soit un son, soit un ressenti. Vous êtes prêts? On ferme les yeux et on fait l'expérience. Le printemps. Alors, qui a vu une image? Très bien. Qui a ressenti quelque chose de chaud, de sympathique, de frais, voilà, c'est possible. Certains peut-être ont entendu des petits oiseaux, ont entendu Très bien. Ça ne vaut pas valeur de test, hein, je vous rassure, il faudrait aller plus loin et plus profond que ça pour identifier, mais déjà on a une petite tendance. On refait l'exercice, je vais prendre un autre mot un peu plus conceptuel. Attention. Un camion rouge. Alors pour les facile, il y en a qui l'ont vu. Pour le bruit, il y en a peut-être qui ont entendu la sirène des pompiers. Voilà. Et pour le ressenti, peut-être même qu'ils se sont vus en train de le conduire. C'est possible. L'évocation. On a fait là, on a touché du doigt l'image mentale, élément indispensable qui nous permet de penser. Et puis une fois qu'on a perçu quelque chose et qu'on l'a évoqué dans notre tête, cette chose existe dans notre tête. Voilà, le camion rouge, il est là, il existe dans votre tête. De même que le chiffre 33. Ensuite, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, on va pouvoir le ressortir de notre tête. Et là, on a plein d'outils. Voilà, on peut écrire, parler, chanter, tracer, dessiner, même somatiser. Hein. Il y a des gens qui expriment ce qu'ils ont dans leur tête à travers leur corps, à travers leur maladie ou à travers leur... Voilà, tout ce qu'ils sont. Donc, voilà, il faut rentrer l'info dans la tête, il faut la conceptualiser dans sa tête, et puis ensuite, on peut la ressortir comme on en a besoin, ou comme on peut. C'est ce que Antoine de la Garandrie nous décrit comme étant le processus de la pensée, et de... Tous les êtres humains fonctionnent comme ça. Ça va? Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose un petit exercice tout bête. Attention. Alors elle, c'est Sarah, Stéphanie, Léa et... Ah, Mimi. Ok, on y va? Alors, Léa, Sarah, Léa, Stéphanie, oui. Il y a Ami la dernière. Ah. Vous n'êtes pas tous d'accord. Pourtant, c'était pas loin. Il n'y en avait pas 50. Hein. Et là encore, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je vous ai pas donné de projet. Je vous ai pas dit ce qu'il fallait regarder. Si je vous avais dit juste avant la vidéo, attention, écoutez bien les prénoms, parce qu'il y en a une d'entre elles, c'est la femme de votre vie. Ah bah tout de suite, vous auriez été un peu plus attentifs, messieurs, hein, ça c'est sûr. Ne vous donnant pas ce qu'il fallait observer, ben vous êtes fait piéger comme des bleus, et vous n'êtes incapable de répondre à la question. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça fait 2 minutes que je t'ai posé la question, tu n'es pas capable de me répondre. C'est pas une phrase qu'on s'est déjà dit ça dans un couple. Parfois c'est moins que 2 minutes, vous avez raison. Mais on est vraiment là au cœur de ce que l'attention, le manque d'attention,
parce que j'étais en train de faire autre chose et que je ne sais pas faire deux choses à la fois, eh ben, peut nous amener à être incapable de répondre à une question aussi simple que ça. Et comme je suis vachement sympa, je ne vous donnerai pas la réponse ce soir. Ah, mais non. Si, vous l'avez? Ah, bah oui. Allez. Alors elle, c'est Sarah, Stéphanie, Léa et... Ah, Mimi. Ok, on y va? Et oui, c'était Stéphanie. C'était le plus petit nombre d'entre vous qui l'avait retenu. Mais c'est évident, ne vous ayant pas donné l'objectif. Voilà. Et c'est pareil quand je parle avec mes enfants, quand je parle avec mon conjoint, quand je parle avec mes élèves, ou quand je parle avec mes subordonnés ou avec mon patron. Si je ne dis pas mon intention dès le départ, il ne faudra pas que je m'étonne qu'il n'ait pas compris la moitié. Qu'il n'ait pas retenu, conceptualisé la moitié. C'est une maladie, hein. C'est une maladie de conceptualiser tout. Heureusement que notre cerveau ne retient pas tout. Heureusement. Si vous deviez retenir le nombre de lumières qu'on avait sur le chemin pour venir ici, si vous deviez retenir tout ce que vous voyez, tout ce que vous... Ce serait hyper handicapant parce que vous auriez votre cerveau qui exploserait. Donc notre cerveau, il a besoin de faire le tri, de filtrer et de considérer comme pas important une information dont on lui a pas dit qu'elle était importante. Donc cette petite phrase qui dit « Attention, ce que je vais te poser comme question, là, c'est vachement important », elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine parce qu'elle va capter l'attention, elle va permettre d'être beaucoup mieux compris, de se sentir beaucoup mieux compris dans ce que je dis. Perception, évocation. Alors, je vous ai promis un petit exercice. Vous vous rappelez la diapo d'avant, des 10 mots que j'avais mis en bas à gauche? Quelqu'un peut me l'expliquer? Potiron, trompette, voiture, koala. Non, je sais pas. Allez. Alors, on va faire un petit exercice de mémoire. Je vous propose de les apprendre par cœur. C'est super simple. Tout le monde est capable d'apprendre 10 mots par cœur. C'est pas très compliqué. Ça va? Vous les avez vus? Allez, je vous écoute. Trompette, potiron, policier. Non, je vais faire mieux que ça. Je vais vous donner une stratégie pour les apprendre par cœur. Stratégie que vous pourrez reproduire à l'infini, que vous pourrez reproduire à l'infini, et notamment quand il s'agit d'enregistrer une liste de courses, mais aussi quand il s'agit d'enregistrer le prénom des cousins machin, ou le... Ça marche à tous les coups, et ça marche pour 10, mais ça marche aussi pour 50. C'est la stratégie qu'utilisent les champions de mémoire qui sont capables de mémoriser X chiffres. Stratégie toute bête sur la base de ce qu'on vient de voir dans Antoine de la Garandrie, de percevoir, évoquer, et puis ensuite réciter. On y va pour cette stratégie toute bête. Alors, première chose, c'est le projet. Si je ne vous dis pas le projet, vous n'allez pas être attentif. Donc je vais commencer par vous dire le projet. Donc le projet, c'est que dans 3 minutes, vous soyez tous capables de réciter ces mots-là à l'oral. Et celui qui ne sait pas, il viendra ici devant pour montrer qu'il ne sait pas. Non, c'est pas. Mais par contre, vous saurez tous et vous le ferez tous ensemble. Ok? Donc ça, c'est notre projet. Et promis, il n'y aura pas de question de celui qui n'y arrive pas. Alors, deuxième chose, c'est de percevoir, c'est de les lire. Alors, on va les lire une fois ensemble. Allons-y. Tornade, trompette, rossignol, potiron, koala, tomate, parasol, policier, voiture. Rien de très compliqué. On pourrait les changer d'ordre, à l'envers, voiture, policier, parasol, tomate, koala, potiron, rossignol, L'ordre est choisi complètement au hasard. Il n'y a pas d'importance à ça. D'ailleurs, une liste de courses, ça se lit dans n'importe quel sens, il n'y a pas de problème. Alors, deuxième chose, il va falloir les évoquer dans notre tête. Il va falloir les matérialiser dans notre tête. Et pour ça, moi, je vous propose quelque chose de simple, c'est qu'on va leur associer une image à chacun. D'accord? Donc la tornade, une tornade, un petit rond comme ça, un koala, une trompette, un rossignol, un parasol, une voiture, une tomate et un policier. Tout bête. Une image chacun. Ça va? Pas trop dur. Alors, une image, ce serait pauvre. Moi, je préfère prendre mes images à moi. Parce que une tornade, c'est pas la même pour tout le monde. Donc, je les ai un peu personnalisées, ces images. J'ai pris une grosse tornade noire. Parce qu'une tornade, si c'est pas noir, ça sert à rien. Le potiron, par contre, je l'ai pris rose. Parce que Joséphine, ma fille, m'a proposé de le mettre en rose. Donc, je le garde en rose. C'est beaucoup plus sympa pour moi. Le koala, pour moi, il est mignon. D'ailleurs, vous voyez comme il est mignon. Le rossignol, par contre, il est gros. C'est un gros rossignol.
La trompette, je l'ai laissée telle quelle. Le policier, lui, il est méchant. C'est toujours Joséphine qui me l'a dit. La voiture, elle est quand même beaucoup plus classe comme ça. C'est une vraie voiture de police. Et la tomate, c'est une grosse tomate aussi. Vous voyez que je les ai caractérisés, je leur ai donné un petit nom. Je leur ai donné une caractéristique qui permet à mon cerveau limbique, à mon cerveau des émotions, de les repérer, de les mémoriser. Et rien que le fait que je les ai caractérisés comme ça, va permettre de les mémoriser beaucoup plus facilement. Donc j'ai ensuite besoin de créer des liens entre ces choses-là. Et alors là, la logique des liens n'a aucune importance. La logique des liens n'a aucune importance. Alors je me suis raconté une histoire. Vous l'aimerez pas, c'est pas très grave. Moi j'ai une grosse tornade noire qui joue de la trompette. Ce qui a fait peur à un gros rossignol qui tenait dans son bec un potiron rose, qui est tombé sur la tête de mon mignon petit koala, qui lui-même a lâché sa grosse tomate sur le parasol, en dessous duquel était un policier méchant avec sa voiture de police. Et que là, je les ai tous. Et là où je vais, et je persiste, et je signe, alors on pourrait la répéter mon histoire, hein, ma grosse tornade noire, avec une trompette à jouer de la musique pour faire peur à un gros rossignol qui tenait dans son bec un potiron rose qui est tombé sur la tête d'un mignon petit koala qui avait une grosse tomate sur lui qui est tombée sur le parasol en dessous duquel était un vilain policier avec sa voiture de police. On est d'accord avec ça? Évaluation. Alors, qui c'est qui s'y colle? Allez, qui c'est qui est capable de me dire les 10 mots? Il y avait une trompette noire qui jouait de la trompette, la tornade noire qui jouait de la trompette, qui a fait peur au rossignol qui avait un potiron rose, qui a fait tomber le potiron sur le koala, qui a lui-même fait tomber sa tomate sur le parasol sur lequel était le policier, le méchant policier, avec sa grosse voiture. Rien de plus simple, en effet. On avait donc une tornade, une trompette, un rossignol, un potiron, un koala, une tomate, un parasol, un policier, une voiture. On a nos 10 mots, et vous voyez qu'on n'a pas été long à les retenir, et en plus, je suis sûr que même demain dans votre café, en plus du chiffre 33, vous serez capable de me retrouver ces 10 mots-là. Et oui. C'est pas très compliqué. Vous voyez que cette stratégie, elle marche à tous les coups, et je la répète, la stratégie. Premièrement, j'ai un projet, et je vous l'avais promis, vous étiez capable, et vous en avez été capable. Deuxièmement, j'ai perçu, j'ai évoqué, j'ai créé mes images mentales, je me les suis personnalisées de préférence, j'ai créé des liens, logiques ou pas. Vous voyez que les liens sont absolument pas logiques, mais c'est pas grave. Mon cerveau va les retenir beaucoup plus facilement. Ensuite, je me suis entraîné un tout petit peu, et j'ai réussi. Aucun problème avec ça. C'est une stratégie qui marche à tous les coups, quand je vais vouloir reconstruire une information. Et là, je m'appuie sur cette caractéristique du cerveau. Il est reconstructif. Il est capable de reconstruire l'histoire. Et ce sera beaucoup plus simple pour lui de reconstruire toute l'histoire que de retenir les 10 mots tout court. Pardon. Oui, pardon. 9. Ce sera beaucoup plus simple de retenir toute l'histoire avec tous les mots parasites, y compris avec le fait qu'il soit très mignon, le koala, on s'en fiche en fait. C'était que koala qu'il fallait retenir. Mais de lui donner un caractère, ça va rendre beaucoup plus facile le fait de le retenir. D'accord ? Donc c'est vraiment une stratégie qui marche à tous les coups. Alors, on va l'appliquer encore, cette stratégie. Vous pouvez me dire le chiffre qui était sur la calculatrice tout à l'heure ? 82 aussi. Bien. Il y en a qui ne veulent pas se faire avoir 2 fois. Ils ont rien réglé. Alors, là encore, je n'avais pas donné le projet, donc c'était risqué comme... mais bon. 86, 38. Presque. Alors, là encore... Hein, 2 capis près, c'est bon. Je ne vous ai pas donné le projet, donc évidemment, si je vous dis que c'est les chiffres gagnants du loto pour demain matin, là, peut-être que vous auriez fait attention. Si je vous avais dit que c'était le code PIN pour sortir ce soir, vous auriez peut-être fait attention aussi. On peut avoir des stratégies plus courtes, hein. On peut raconter toute une histoire, mais on peut aussi se dire, bah tiens, ça c'est le département que je connais, hein. On a la Vienne et l'Isère. Hop, si je connais mes départements, c'est bon, j'ai retenu mon code. Et rien qu'en sachant que la Vienne et l'Isère, bah, c'est bon. Encore plus simple,
Moi, je connais un peu les départements. Je prends la Drôme, 63, et puis je vois qu'il y a 2 mythes autour. Non, c'est pas la Drôme, c'est C'est Puy-de-Dôme, t'as écrit Puy-de-Dôme. Oui, c'est Puy-de-Dôme, c'est écriture en plus. Le Puy-de-Dôme, 63. Et avec un 8 de chaque côté, parce qu'il y a les montagnes, hein, c'est les dômes. Et donc là, j'ai retenu mon chiffre. Et rien qu'avec ce petit moyen mémotechnique, j'ai retenu mon chiffre. Si je connais ces départements, ou voire même que j'y ai vécu, alors là, c'est encore plus facile à retenir. Voilà. Ça marche pour un code de carte bleue, ça marche pour un numéro de téléphone, ça marche pour... Voilà. Après, si je ne suis pas très département, je pourrais aussi jouer aux chevaux et me dire, tiens, 8, 6, 3, tiens, ça fait justement le déplacement d'un cavalier, et je vais le retenir comme ça. Chacun trouvera son propre petit truc, l'essentiel étant d'en trouver un qui me va bien, voilà, et de m'entraîner avec pour le ressortir. On pourrait aussi, pour ceux qui sont plus historiens, se dire, tiens, c'est Tchernobyl et les accords de Munich, 86 et 38, voilà, chacun il verra le point de repère qui lui va bien, mais c'est toujours la même stratégie. J'ai évoqué, enfin j'ai perçu, j'ai évoqué, et ensuite j'ai associé. Et c'est cette stratégie-là, la stratégie de mémorisation qui marche Et à quoi sert et le qui 9 fonctionne. À quoi sert le 9 en bas? Ici. Alors, ça c'est une autre stratégie, parce que moi je dis que 8, 6 et 3 ça fait 9, donc 8, 9, 8 c'est plus facile à retenir. Donc voilà. Mais chacun aura sa stratégie, et parfois elle vous paraîtra alambiquée la stratégie de l'autre. Mais parce que 3 chiffres c'est plus facile à retenir que 2. Donc moi je retiens 9 parce que 6 et 3 ça fait 9. Ouais. Alors il faut pas se tromper, parce qu'après 4 plus 5 aussi ça fait 9. Mais finalement, rien qu'en le disant, 6 et 3 ça fait 9, donc 8, 9, 8. Rien qu'en le disant, j'ai retenu le 6 et 3 ça fait 9 et je ne me tromperai pas. Donc voilà, là encore, hein, je me crée une image qui me correspond avec ce que j'ai moi dans ma tête. Et ce ne sera pas la même chose que mon voisin, et ce ne sera pas la même chose que mon conjoint, et ce ne sera pas grave. Parce que le tout, c'est que ça me correspond et que moi, j'arrive à retenir ce numéro de code qui va me permettre de rentrer là où on m'a dit qu'il fallait que j'aille. Et que si je n'ai pas retenu le code, j'aurai l'air d'un âne et que je serai obligé d'appeler ma femme pour lui demander le code, ce qui n'arrive jamais. Donc, voilà, là, on a vraiment un intérêt à utiliser cette stratégie qui marche à tous les coups. Donc, j'arrive presque au terme du temps qui m'était imparti. Mon cerveau est contextuel et pour fonctionner, il a besoin d'un projet. C'est essentiel. Si je n'ai pas de projet, si je ne sais pas où je vais, je ne peux pas y aller. C'est le problème majeur d'un certain nombre d'adolescents. Moi, je m'occupe de lycéens en particulier. Ils ne savent pas où ils vont et ils s'étonnent de ne pas être bons. Commence par te poser la question de savoir où tu veux aller et ça sera beaucoup plus rapide. Si je vous dis là tout de suite, dépêchez-vous, vous allez me dire, dépêchez-vous d'aller où? J'ai besoin de savoir où je vais pour être performant dans ce que j'ai à faire. Voilà, j'ai besoin de porter mon attention, de capter l'attention et de la poser sur quelque chose. Attention, mon cerveau ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Donc je ne peux pas être attentif à plusieurs choses en même temps. Sauf avoir de l'entraînement ou avoir automatisé une des 2 tâches. Rappelez-vous, on peut conduire tout en discutant parce qu'on a automatisé la conduite. Parfois on arrive dans le champ, mais normalement on arrive. Ça n'a rien à voir. Et puis, on fera attention au contexte, parce que mon cerveau est contextuel, et qu'il va être influençable par tout ce qui est autour de lui, et tant mieux. Et tant mieux, parce que je vais pouvoir choisir ce que je mets autour du cerveau, puisque, et là je reviens au tout début, on a dit aussi que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc il suffit de m'imaginer le contexte pour rendre mon cerveau capable de voir ce que je veux qu'il voit. C'est le principe des stratégies de développement personnel positives. Je parle en particulier de Florence Servan-Schreiber, par exemple, qui a écrit le bouquin Les 3 kiffs. Voilà, c'est le principe de base. On est là sur de la répétition. Et si je mets mes lunettes qui me permettent de voir ce qui va bien, eh ben, je vais prendre cette habitude de voir ce qui va bien. Et ça ne m'empêche pas de savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Hein. Mais si je prends l'habitude de regarder d'abord ce qui va bien, eh ben, je vais me rendre compte que je trouve beaucoup plus de solutions que si je prends l'habitude de regarder d'abord ce qui va mal. Voilà.
Parce que mon cerveau est contextuel et qu'il a besoin de savoir que ça va bien pour trouver les solutions. C'est le principe de base du commercial. Vous avez remarqué quand vous êtes démarché au téléphone, quelle est la première question qui vous est posée? Bonjour, est-ce que vous vous appelez bien monsieur machin? Ils le savent, c'est écrit sur leur écran. Pourquoi? Parce que le but c'est de vous faire dire oui. Parce qu'ils ont besoin que votre cerveau se mette en position yes. C'est la même chose dans un magasin. Est-ce que je peux vous aider ou est-ce que vous allez bien? Alors, on voit mal dans le magasin dire bah non, je vais très mal, le vendeur. Alors par politesse, à minima, on va dire oui, je vais bien. Et tac, on a mis le pied dedans, on a dit oui. C'est une stratégie commerciale de base. Il faut d'abord faire dire oui au client. On met son cerveau en position yes. Voilà. Et puis après, on lui fait rentrer tout ce qu'on veut. C'est le contexte. Et donc, je peux choisir de mettre mon cerveau en position de ce que je veux obtenir. Et si je veux obtenir du yes, ben je mets mon cerveau en position yes. Et tout à l'heure, pendant la mise en place, dans ma tête, je me suis dit, oh, ils vont être super contents. J'en sais rien, je ne sais pas si vous y serez. Mais moi, j'avais besoin de mettre mon cerveau en position, ça va bien se passer, pour me rendre capable de faire ce que je fais là ce soir. Voilà. Et ça marche à tous les coups, et ça marche dans toutes les stratégies. Je mets mon cerveau dans la position de ce que je veux obtenir. Si je veux obtenir une victoire, je me mets en position de gagnant. Et c'est exactement la stratégie que tous les sportifs appliquent dans le vestiaire, avant le match. Ils ont déjà gagné le match avant de rentrer sur le terrain. Et l'entraîneur dans le vestiaire va leur dire, mais vous êtes le winner, vous avez gagné, c'est bon, c'est même pas la peine de faire le match, on a déjà gagné dans notre tête. On s'est déjà mis en position de gagner avant, voilà, parce que notre cerveau est contextuel. Quand on parle de mémorisation, c'est la même chose. On a besoin d'un projet, on a besoin de créer des images mentales. Et je vous en ai créé un certain nombre, vous vous rappellerez de la cuvette de toilette, la nature a horreur du vide, qu'est-ce que je peux mettre à la place de, plutôt que de se dire comment je peux enlever ça. Et on crée du lien personnel, du lien affectif. Plus le lien va être personnel et affectif, et plus il va être efficace. Rappelons-nous de la Madeleine de Proust. Voilà. Plus le lien est affectif, plus il est personnel, et plus il est efficace. Voilà. Il y a des choses qui sont ancrées dans votre mémoire de manière profonde et durable, parce que c'est lié à une émotion. Parce que c'est lié à un moment joyeux, heureux ou triste de votre existence. Le jour de votre mariage, c'est un moment joyeux, heureux. Ce qui s'est passé là, c'est ancré de manière beaucoup plus profonde que tout le reste. Voilà. Le jour de la naissance de vos enfants, c'est pareil. Mais aussi le jour du départ de quelqu'un d'aimé, c'est la même chose. Ce sont des moments où l'émotion profonde fait que voilà, tout ce qui s'est passé ce jour-là, c'est ancré beaucoup plus profondément. Et beaucoup plus fort. C'est le principe du traumatisme d'ailleurs. Quand un truc très négatif se passe et qu'on vit une émotion très forte, bah, c'est ancré très profond. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'être capable, non pas de l'oublier parce qu'on ne sera pas capable, mais de mettre à la place ou de faire remonter tout ce qui va bien ou tout ce qui nous permettra de continuer de fonctionner. Donc des liens le plus personnels possible. Voilà, c'était ma petite stratégie du jour pour utiliser notre cerveau à bon escient. Et j'espère que vous saurez vous en servir à utiliser et réutiliser sans modération au moins 33 fois par semaine.